Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 10h30. À 10h, nous recevrons Samuel Le Bihan. Mais pour le moment, ce sont les débats avec aujourd'hui Geneviève Gotzinger. Bonjour Geneviève. Bonjour. Vous êtes présidente de l'agence Image. C'est une agence de communication politique. Caroline Valentin, bonjour, avocate au barreau de Paris. Bonjour à vous. Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte. Bonjour Jacques Miard. Ave. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonjour. Et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour à vous. Sujet qui revient ces jours-ci. Nous allons parler de cette motion de censure. LR, nouvel allié objectif du gouvernement. Le coup politique, ce qu'on entend ce matin de Marine Le Pen. Est-ce que c'est un coup politique selon vous? On va parler de ces activistes écologistes et puis le rapatriement des femmes françaises de Daesh. On en a assez peu parlé, je trouve, dans les médias. Tous ces sujets avec vous et bien d'autres, avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Michel, c'est l'actualité. Michel Taube, c'est le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak. Sunak, absolument, parce que en fait, c'est on critique souvent les pays anglo-saxons pour beaucoup de leurs excès, un capitalisme sauvage, un communautarisme débridé. Quand vous allez dans Londres, vous croisez des femmes voilées, vous en avez sans limite, j'ai envie, dans certains quartiers. Il y a un communautarisme. Et puis, pourtant, les États-Unis avec Barack Obama il y a 15 ans ou 20 ans, aujourd'hui avec Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, sont capables de porter à la tête du pouvoir des Américains ou des Britanniques d'origine de pays où leur propre pays a été en conflit. Donc la nomination, le choix par le Parti conservateur de Rishi Sunak, c'est un petit peu comme si en France on se donnait comme dirigeant politique un Français d'origine algérienne ou d'origine marocaine. Et en Angleterre, ça pose pas de problème, ça pose pas de débat, à part quelques illuminés qui s'en plaignent. Et je trouve que quelque part, c'est respect. On est souvent donneur de leçons et je trouve ça intéressant. Rishi Sunak, c'est quelqu'un d'intéressant. Il est de confession hindouiste, d'origine effectivement indienne. Une grande famille, enfin pas une grande famille, sa femme est très très fortunée, lui-même a fait des plus grandes écoles britanniques et américaines. Mais voilà, je trouve cette dimension, moi je tiens à quelque part à m'en étonner, à la saluer aussi à certains égards. Oui. Mais je trouve que c'est intéressant de Il serait 2 fois plus riche que la reine. Absolument, quasiment milliardaire. Que le roi. Oh là là, mon Dieu. Oh là là, que la couronne, voilà. C'est ce que je voulais dire. Oui, voilà. La réussite du Commonwealth et de la décolonisation britannique, confère la décolonisation en France, qui est... Voilà, c'est ce que nous dit un auditeur. Stéphane dit c'est pas la même culture avec le Commonwealth. Cette population a fait ou fait partie de la couronne. Effectivement, on peut pas, je pense, comparer les deux pays. Non moi, je Caroline suis, Valentin. Étant encore très française et peut-être pas suffisamment influencée par le communautarisme anglo-saxon, je me suis surtout intéressée à l'idéologie et à le parcours politique de cet homme. Et à vrai dire, le fait qu'il soit indien, peu me chaud. Comme peu me chaud qu'on soit une femme, qu'on soit noir, qu'on soit maghrébin. Et je dirais même que de son point de vue à lui, j'espère qu'il ne se dit pas qu'il est arrivé là parce qu'il était indien, parce que ça serait particulièrement... C'est pas le cas. Et ce qui ne serait pas le cas. C'est pas ce que je voulais dire. Je trouve un peu dommage. Je comprends ce que vous dites. Ça part du... Mais moi, je reste, et malgré ce que les gens woke en parlent, je reste, comme on dit, aveugle à la couleur, à l'origine, au sexe, aux tendances sexuelles, etc. Pour ne me concentrer sur le Moi, je mérite. dirais indifférent. Sauf que vous en parlez ce matin. Michel, qu'on n'a aucune leçon à recevoir. Je vous rappellerai, mon cher Michel, que la Constitution française a été signée par un Africain, rappelle-toi, c'est Houphouët-Boigny, et donc que nous avons eu aussi pas mal, je dirais, de ministres qui n'étaient pas nés français et qui sont le devenus. Donc de ce côté-là, nous n'avons aucune leçon à, je dirais, avoir du côté des anglo-saxons. J'ajoute également une chose, c'est que je pense que on verra bien comment ça va se passer. Cet homme est très certainement très bien. Il est assis sur une bonne fortune qui va sans doute lui permettre
d'abandonner son traitement de Premier ministre. Nous verrons cela. D'ailleurs, excuse-moi, mais Jacques, tu as bien raison de parler de ça, parce qu'il va avoir un très gros problème, alors là, politique et économique, c'est qu'en fait, il risque d'être contraint de demander beaucoup d'efforts aux Britanniques, alors que lui-même, effectivement, est quasiment milliardaire. Il est plus riche que Charles III. Voilà, c'est ça, voilà, ce que je disais. Et ça risque d'être extrêmement compliqué à gérer pour lui. Un coup de gueule et un coup de cœur en même temps, Jacques Miard? Oui, je voudrais effectivement saluer, coup de gueule et soutenir les policiers de la Seine-Saint-Denis qui ont des problèmes redoutables chaque fois qu'ils interpellent un malfrat qu'ils connaissent comme étant un délinquant et qu'ils doivent l'arrêter. Immédiatement, ils sont entourés par des dizaines d'individus qui les conspuent, qui les attaquent, etc. Ce qui prouve bien que malheureusement, il y a des zones dans lesquelles la police ne peut plus intervenir comme il se doit. Et d'ailleurs, ils ont reçu également, ces policiers, pour instruction d'éviter ce genre de choses, pour éviter les emmerdes et les émeutes. Oui. Ça prouve dans quel état de déliquescence est l'application des lois françaises dans certains quartiers de la République. Donc je voudrais leur apporter mon soutien et dénoncer, je dirais, ce laxisme étatique. Et il est temps de reconstruire la République dans toutes les parties du territoire de la nation. Sinon, on va dans le mur. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les pompiers aussi, des pompiers qui sont intervenus pour un feu de poubelle et qui ont été pris à partie par des lycéens, par des jeunes qui avaient entre 16 et 17 ans. Donc oui, vous avez raison. Valérie, il faut savoir que dans les Yvelines, les voitures, les fourgons des pompiers sont maintenant quasiment blindés parce que les jets de pierre sont continus. Et vous savez comment ça se passe? On commence à allumer un feu de poubelle, les pompiers arrivent et ils sont caillassés. Ouais. C'est inadmissible. Oui, mais enfin c'est inadmissible. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait trop longtemps. C'est bien ce que je vous dis. Oui. Un pompier m'avait raconté. Un pompier me l'avait raconté en 2000. En 2000, il me racontait comment ils étaient attaqués, comment leur lance était transpercée par des couteaux quand ils intervenaient. C'était en 2000. C'est invraisemblable. Simplement parce qu'on n'a pas pris la politique ferme de s'opposer à ce genre de choses. Je vous rappelle que dans certains pays, lorsqu'il y a eu des attaques de ce type, les policiers auraient répondu. Ils auraient répondu, effectivement, par des armes. Oui, mais mon cher Jacques, quand même, faut quand même souligner, comme le dit Valérie Expert, ça date de 2000 minimum et voire plus loin. Et entre-temps, il y a quand même eu un président de la République de droite qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est pour dire que c'est pour dire qu'il y a un héritage. Il y a une accumulation de laisser-faire, il y a une accumulation de sentiments d'impunité de la part de ces voyous, et pire que cela, et c'est pour ça que, pour ma part, certains sociologues le montrent, mais moi, par exemple, là où je vis, je le constate tout à fait, depuis 1 an ou 2, il y a une accélération de ces défis à l'autorité, pour une raison très simple, c'est que les jeunes grandissent. Ils sont nés, en fait, dans ce climat d'impunité. Ils sont nés et ils ont grandi. Donc ces jeunes qui sont nés dans les années 2000, 2002, 2003, aujourd'hui, ils ont 20 ans. Ouais. Et ils ont vécu 20 ans dans un sentiment d'impunité zéro. Michel, donc du coup, il y a une accélération, il y a une génération qui arrive à maturité pour se dire, on va y aller, on va se faire des flics et d'autres parce que on a eu le temps de mûrir même notre stratégie. Et donc on fait parce que certains sont organisés. Je voudrais avant ça, il y a quand même, je pense qu'il faut apporter 2 éclairages qui sont intéressants, parce que c'est un sujet dont on s'était déjà fait l'écho dans le livre Une France soumise, les voix du refus, que j'avais coécrit notamment avec Georges Bensoussan et Barbara Lefebvre.
où il y avait de longs témoignages de policiers, de pompiers sur la manière dont ils étaient reçus et traités en banlieue et les dangers qu'ils couraient au quotidien dans leur mission. Mais pour en avoir discuté avec des responsables politiques, voilà ce que l'on m'a répondu. On me dit, primo, depuis 2005 et l'affaire Ziad Bouna, on craint que si on intervient dans une banlieue, il y ait des émeutes qui contaminent l'intégralité des banlieues et qu'on se retrouve avec une guerre quasiment civile. Ensuite, on me dit, mais cette guerre civile, on ne peut pas la mener. Parce que l'armée française, à l'époque, on me disait, elle tient dans le Stade de France. Et elle est très engagée sur les opérations extérieures. Donc on n'a pas les moyens. On n'a pas l'intention de déclencher. On n'a pas l'intention de déclencher une guerre civile. De toute façon, c'est pas juste les moyens de ne pas la mener. Mais le problème, c'est qu'on dit, si on répond à ça, on risque... Voilà ce que répond le politique. Le politique non, mais qui quel politique ? C'est très grave de répondre ça, pardonnez-moi. Il faut citer des sources quand même. Malheureusement, je ne peux pas les citer, sinon j'aurais plus d'informations. Mais voilà, je me suis insurgée. Mais c'est vrai aussi que quand on lit ce que peuvent écrire des spécialistes de la sécurité, comme par exemple Xavier Refer, il vous explique que n'importe quelle petite bande de caïds de la drogue, n'importe quel nullard de la drogue, ils ont des armes de guerre. Ils ont des kalachnikovs, ils ont des missiles anti-chars. Et ils savent s'en servir en plus maintenant. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est très important, j'ai lu un livre qui fait 40 pages, donc c'est pas très long, mais je vous recommande sa lecture, elle est indispensable, qui s'appelle Municipal banlieue naufragée, je crois, c'est Didier Deninx, collection Trad Gallimard. Il raconte, donc Didier Deninx, c'est un homme de gauche, c'est un homme même communiste au départ, qui a vécu des dizaines d'années à Aubervilliers, ville qu'il a maintenant quittée, parce que son engagement de gauche, en fait, il a été dégoûté de la manière dont il a été perverti par la gauche. Parce qu'aujourd'hui, ces délinquants, non seulement ils ne sont pas arrêtés par la police, mais ils sont même partis de l'équipe municipale. C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez des délinquants qui sont utilisés parce que précisément ils sont délinquants, ils n'ont pas peur de la force, ils n'ont pas peur de la brutalité. Ils sont utilisés par les responsables politiques ou les élus ou les futurs élus comme service d'ordre. Puis ensuite, au remerciement de leurs bons et loyaux services, on leur trouve un poste à la mairie. C'est extraordinaire. Et les types continuent leur petit trafic. Alors c'est pas le cas pour tous, mais il y a une vous voulez dire qu'il y a effectivement dans certaines... Je parle d'Aubervilliers, je parle de Saint-Denis, je parle de énormément de villes de Seine-Saint-Denis. Comment voulez-vous qu'on ait une quelconque crédibilité si les représentants de l'État dans ces territoires embauchent et promeuvent des immigrés, des délinquants plutôt. Des délinquants, lapsus intéressant. Geneviève, vous pourrez répondre dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Bon, on va avancer la publicité faisant passer les sujets, mais c'est vrai que votre coup de gueule, Jacques Miard, et votre soutien aux policiers de la BAC 93 je voudrais dire à Caroline que je l'ai entendu avec effroi, parce que si maintenant on pense que plus rien n'est possible, alors ça va être de mal en pis. Qu'est-ce qui est possible ? On voit bien que les gens pensent que plus rien n'est possible puisqu'ils ne font rien. Je veux dire, à mon avis, la réaction des politiques le montre. C'est terrible. Il va y avoir un coup de boomerang et on va... Alors, du coup, Geneviève. Oui, la responsabilité du politique, c'est quand même de rendre possible ce qui est impossible. Sans ça, on vous élit pourquoi, en fait on vous élit pour ça. Ça, tu peux parler de ta fenêtre. Hein. Non, mais par exemple, les OQTF, quand on entend un peu de respect, quand même. Non, mais c'est quoi ? J'ai pas compris, en fait. Ça veut dire quoi, ce que vous dites à Geneviève ? Je peux parler de ma fenêtre. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité collective et qu'il y a un moment, les Français vont élire des gens qui vont prendre la manière forte. D'accord. Les Français éliront qui voudront. D'abord, ça, c'est... Voilà, ils sont quand même extrêmement divisés. Après, quels que soient les gens qu'on élit, de toute façon, ils se retrouvent avec les mêmes problèmes. Donc, il y a un moment où votre responsabilité va être de les prendre à bras-le-corps. Ça fait 10 ans que c'est du baratin. On vous élit pour ça. Bon. Oui. Non, mais là où Jacques a raison. Non, mais là où Jacques a raison. Non, mais là où Jacques a raison, c'est que pourquoi 89 députés du Rassemblement national ont surgi, ils n'avaient même pas été envisagés par les sondages, c'est parce que les Français en ont marre de l'absence de mesures concrètes pour notamment plus de sécurité et cette impunité zéro. Absolument. Donc effectivement, c'est un boulevard. La litanie des faits politiques présentés comme des faits divers par beaucoup, de ces faits de violence contre l'autorité, les policiers, les pompiers, mais les enseignants également, les défis à la laïcité, etc., etc. Tout ça, c'est des voies pour
le Rassemblement national. Bah oui, mais alors parce que le soleil brille et que le Front national le dit ou le Rassemblement national le dit, il faut pas le dire. Justement, il faut régler les problèmes. C'est le contraire même. C'est qu'il faut qu'il y ait des mesures très fortes prises par les dirigeants. Il y a qu'à Faucon, il y a quoi comme mesure aujourd'hui? C'est un peu ce qu'évoquait. Oui, mais c'est ce qu'évoquait Caroline Valentin. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quand vous voyez la semaine dernière un gendarme renversé en Gironde, on apprend aujourd'hui que le jeune conducteur. Jeune, j'aime pas le mot, mais bon, il a 20 ans effectivement, il n'avait pas de permis de conduire, il n'était pas assuré, il avait consommé du cannabis. Qu'est-ce que ça dit de l'impunité? Comparution immédiate, peine de prison ferme. Oui, et s'il n'y a pas assez de prison, on réquisitionne comme l'avait proposé, je passe sous le contrôle de Jacques Méard, mais je crois Philippe Juvin, lorsqu'il était candidat à la candidature présidentielle pour LR, il avait proposé qu'on réquisitionne d'anciennes casernes pour y mettre des détenus, parce que effectivement le nombre des violences a augmenté très très fortement, mais il faut, comme aux Pays-Bas, des peines de prison courtes, fermes et immédiates lorsqu'il y a des manquements à la base de l'échelle des délits, à savoir les défis à l'autorité de la police. C'est dommage, parce que je voulais quand même juste parler d'un truc. Il se trouve que le droit pénal est réformé justement dans le sens contraire à ça, puisque de plus en plus on essaie de ne plus mettre les gens en prison. Et on a on a de bonnes raisons de le faire. On n'a pas des bonnes raisons de le faire pour plein de raisons. C'est un incubateur à djihadistes, etc. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on a perdu de vue l'efficacité, effectivement, de ce que vous disiez, des courtes peines de prison. Et c'est intéressant parce que dans le dernier livre de Maurice Berger, il indique qu'un des juges pour enfants, pour mineurs, avait été contrevenu aux ordres qui lui avaient été donnés. Elle avait envoyé des jeunes en prison pendant de très courtes durées et qu'elle avait reçu beaucoup de lettres de ces jeunes qui, une fois devenus adultes, remerciaient ces juges parce qu'ils avaient eu besoin de cette contention. Mais cette contention brève. Et cette contention brève, elle n'est plus prévue dans le code pénal. Et puis, cela dit, on peut avoir une sanction qui n'est pas la prison, qui est un travail d'intérêt général, qui est une sanction économique, mais qui ne sont pas non plus appliquées. C'est ça qui est extraordinaire. Effectuées, ils ne sont pas effectués. Ils ne sont pas effectués. Allez, je voudrais qu'on avance. Je vais vous donner la parole, Geneviève et à Caroline, parce qu'on va revenir sur l'Assemblée nationale. Deux remarques. Le Monde hier qui titre Salman Rushdie a perdu l'usage d'un œil et d'une main 2 mois après son agression violente à New York. C'est pas une agression violente, les mots ont un sens, c'est un attentat. C'est un attentat. Enfin, je veux dire, c'est un attentat terroriste. Il était destinataire d'une fatwa. On n'appelle pas ça une agression violente, on appelle ça un attentat. Je signale ce livre, si vous voulez parler, lire sur Salman Rushdie. Pensez Salman Rushdie que vous m'avez apporté ce matin, qui est coédité par la Fondation Jean Jaurès. Et l'Aube, c'est une initiative de Daniel Salvatore Schiffer, qui est un grand écrivain et éditeur français, italien et européen, et c'est un livre collectif pour justement essayer de tirer les leçons de la vie de Salman Rushdie, qui est un grand monsieur et qui, j'espère, sera reçu bientôt en France, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aucun président de la République ne l'a jamais reçu. Caroline, c'est un coup de rire. Oui, alors j'ai bien rigolé, et je me suis dit que ça allait changer de donner un petit coup de marade. Donc, comme vous le savez, l'opposition NUPES a déposé une motion de censure contre le gouvernement. Et, comme vous le savez aussi, Marine Le Pen a indiqué, a voté la motion de censure. Maintenant, c'est un peu passé, bon, c'est pas passé. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction d'un député de Benjamin Lucas, député ELV des Yvelines. Exactement. Qui indique sur Twitter il parle de la manœuvre cynique et grossière de Le Pen qui annonce voter notre motion de censure. Donc là, on n'est plus sur le fond, on est sur une volonté vraiment de se démarquer absolument du RN. Et donc, évidemment, il se prend très rapidement une réponse qui m'a beaucoup fait rire. Je cite, t'as plus qu'à voter contre ta résolution. Alors, j'étais en train de rigoler en disant ça, quand tout à coup, je vois un autre tweet de Benjamin Lucas qui dit: par rejet absolu de toute forme de compromission avec l'extrême droite, j'ai été saisi d'un vertige, d'une hésitation. C'est-à-dire qu'effectivement, il a failli ne pas voter sa propre motion de censure. Non, mais c'est extraordinaire. C'est une comédie de l'Arte extraordinaire, cette Assemblée nationale. C'est l'Assemblée, ça a toujours été un grand théâtre. Voilà. Et puis surtout cette façon collective de cette gauche-là. Mais là, c'est sur l'idéologie. D'être plus fort que la parodie, ou qu'être plus fort que... On essaie de se moquer d'eux, mais en fait, ils le font mieux. Ils se moquent mieux
plus de même que les gens qui essaient de le faire. Un petit mot quand même de Sandrine Rousseau qui a critiqué le film Plancha. Vous savez qu'il y a eu Barbecue qui était un film assez drôle avec Lambert Wilson entre autres, et là elle dit plancha, la promotion avec 4 hommes qui font une plancha, c'est du cinéma, c'est de la fiction, enfin faut non mais surtout elle peut en parler tous les jours. Elle dit à Lambert Wilson de manger moins de viande alors qu'elle n'est pas végétarienne et lui oui. Donc ça n'a aucun sens. On va parler tout à l'heure des écolos extrémistes, c'est la seule à les soutenir quand même. Sandrine Rousseau, absolument. Même tout elle est contre, sauf elle. Mais il y a une qualité qui pour moi est très importante et qui pour moi est un critère de civilisation dont manque cruellement Sandrine Rousseau et consorts, c'est l'humour. Mais je trouve que c'est un très bon critère, c'est un excellent critère. D'abord, elle rigole jamais, elle a aucun humour, et en plus, le manque d'humour sur soi-même, ce qui revient un peu à cette mise en œuvre, c'est quelque chose qui moi me fait toujours très très peur, parce que c'est le début du totalitarisme. Non, c'était pas de l'humour du. Justement, elle veut réformer l'humour en fait. Elle veut un autre type d'humour. Ça va déconstruire l'humour. Alors continuons sur l'Assemblée nationale avec vous, Geneviève. Je voudrais soutenir le 49.3 parce que je trouve que mais je trouve que c'est très bien le 49.3. Et en fait, on critique aujourd'hui le 49.3 alors c'est un vrai paradoxe. Il y a une époque où il était utilisé à tire-larigot. On se souvient, Jacques Miard, vous vous souvenez de Michel Rocard quand vous siégiez au Parlement. J'ai voté. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voté contre la réforme de la Constitution. C'est une faute de l'avoir supprimée. C'est une faute de l'avoir supprimé, de l'avoir comme ça restreint de cette manière. Mais plus il est restreint et plus il est critiqué. Donc il y a un paradoxe absolument incroyable. C'est extrêmement utile le 49.3. Ça sert quand on a une majorité, quand on n'a pas de majorité ou quand on a une majorité relative. On le voit aujourd'hui. C'est regrettable que ça ne puisse être utilisé qu'une fois par session. Et quant à le critiquer sur le projet de loi de finances ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais enfin que diable, il faut bien que ce pays fonctionne, il faut bien qu'il avance, il faut bien que le gouvernement puisse voter son budget. Donc voilà, vive le 49.3. Heureusement qu'il existe, il empêche le blocage du pays. Allez, on va marquer une pause et on va revenir sur ce 49.3 et sur cette motion de censure. Et moi, cette question que je me posais hier, c'est à quoi ça sert une motion de censure aujourd'hui? À quoi ça sert? On va en reparler avec vous, à tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Il est 9h30 sur Sud Radio. On est ensemble avec Geneviève Gotzinger, Caroline Valentin, Jacques Miard et Michel Taube. Alors hier à l'Assemblée nationale, vous l'avez évoqué, Caroline, tout à l'heure, cette motion de censure votée par la NUPES et par le Rassemblement national. Peut-être commençons par cette surprise. Alors, est-ce que c'est un coup politique? Alors, peut-être Jacques Miard, je vais me tourner vers vous, le plus ancien, peut-être le plus expérimenté dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire, Marine Le Pen? Écoutez, elle a essayé de piéger, bien sûr, les NUPES. Elle y est arrivée en partie, puisqu'il y en a qui se disent qu'ils risquent de ne pas voter leur propre censure. C'est assez rigolo. Ouais. Et bien évidemment, elle savait parfaitement que les LR n'allaient pas bouger pour des raisons évidentes, à savoir qu'ils ne souhaitent pas une dissolution aujourd'hui pour se retrouver devant les électeurs. Donc, ce n'est pas un coup pour rien. Ça peut apparaître comme un coup pour rien, mais ça démontre de manière parfaite que ce gouvernement, que cette Assemblée risque de ne pas durer. Et hier soir, pour rien vous cacher, j'accueillais dans ma ville Éric Ciotti, qui nous redit qu'à terme, on voit bien que cette Assemblée ne va pas durer. Quand? C'est qu'une question d'opportunité, mais il y aura très vraisemblablement une dissolution pour retourner devant les électeurs. C'est ce que disait Caroline Valentin pendant la publicité. C'est le jeu normal des institutions. Il ne faut pas s'en affoler. C'est le suffrage universel qui tranchera. Savez-vous qu'aujourd'hui à l'Assemblée, il y a 10 groupes parlementaires? C'est une balkanisation totale de l'Assemblée et ça ne peut pas durer dans la mesure où il faut, et là je rejoins ce que disait tout à l'heure Caroline, à savoir qu'il faut avoir une majorité, il faut avoir un budget, et donc il est évident que le fait majoritaire, on peut bien sûr le dénoncer, parce qu'on a peut-être parfois une assemblée de clones, mais il faut que le gouvernement, que le pays tourne, parce que ça c'est l'intérêt général. Mais donc il y a un moment...
on va retourner devant les électeurs. Oui, sauf qu'ils ont la majorité avec les LR, finalement. Puisque non, les mais LR... ils ont une majorité en creux. Ils ont une majorité en creux qui ne peut pas durer. Et les LR sont dans un état d'esprit tel qu'aujourd'hui, ils risquent de dire il y a maintenant trop, c'est trop, et on y va. Geneviève Boettinger. C'est une question d'opportunité politique. Oui. On a une situation, alors il y aura peut-être un jour une dissolution, hein, effectivement, moi je ne fais pas de politique fiction, mais aujourd'hui, clairement, il n'y a pas de majorité, mais cette motion de censure a montré aussi qu'il n'y avait pas à l'Assemblée de majorité alternative. Donc ça, c'est le premier point. Pour l'instant. Pour l'instant. Non, mais il n'y aura pas de majorité alternative à l'Assemblée. Enfin, il n'y a pas de personnes, de groupes parlementaires. Ils sont tellement éloignés les uns des autres qu'ils ne peuvent pas construire une majorité alternative. On est d'accord. C'est ce que je veux dire, pour gouverner le pays. Donc ça va obliger le gouvernement à la négociation permanente et à faire des majorités différentes selon les différents sujets, essentiellement, effectivement, avec LR. Alors après, est-ce que ce gouvernement peut tomber ? C'est LR qui le décidera en fait. C'est effectivement LR qui a entre ses mains la possibilité, la carte de faire chuter ou pas le gouvernement. On a vu hier qu'il était quelque part allié objectif pour l'instant, mais il a eu raison sur le budget. À mon avis, c'était on va pas faire chuter le gouvernement en ce moment, alors que il y a une guerre en Ukraine, alors que voilà, enfin, le contexte serait tout à fait négatif pour revenir devant les électeurs en ce moment. Mais c'est lui qui décidera du moment adéquat pour le faire. Vous avez raison, Geneviève. C'est une question d'opportunité politique. Parce qu'il faut, à un moment, il y aura une véritable manque de confiance dans l'action du gouvernement. Je ne sais pas sur quoi. Et à ce moment-là, je suis convaincu que les oppositions décideront, eh bien, on renverse le gouvernement et on retourne tous devant les électeurs. Oui, mais moi je pense que ça n'est pas près d'arriver pour une raison très simple. C'est qu'effectivement, l'arbitre des élégances, c'est les Républicains. Parce qu'effectivement, s'ils ajoutaient leur voix à la NUPES et au Rassemblement national, le gouvernement tomberait. Mais l'intérêt des Républicains n'est pas d'aller devant les urnes. Parce que s'ils font tomber le gouvernement, Emmanuel Macron dissout, il a déjà dit, l'Assemblée nationale, et devant les urnes, ça va être un raz-de-marée, selon moi, pour le Rassemblement national. En tous les cas, si ça avait lieu aujourd'hui, et donc du coup, en tous les cas, les 61 députés LR, je peux vous dire que ça va être très très dur pour eux de mener campagne. Donc à mon avis, je pense que c'est pas le moment. Et deuxième point que je voudrais dire, quand même, parce qu'on n'a pas pu commenter, moi je suis tout à fait d'accord avec Geneviève Boettinger qui disait que le 49.3 est une bonne chose. Moi, je pense que c'est un outil subtil de gouvernement qui permet à un moment donné d'arrêter les débats pour pouvoir passer à d'autres sujets. Parce qu'on ne va pas passer des mois et des mois sur des... Voilà, il y a une majorité certes relative et il faut avancer. Le débat, oui, mais gouverner aussi, ça compte, quoi. Oui. Donc, je voulais juste compléter ça. Caroline Valentin. Je me permets d'avoir des analyses différentes. Parce que, effectivement, depuis 2008, je crois, l'usage du 49.3 a été restreint à une fois par session. Vous dites, effectivement, si l'usage du 49.3 était libre comme il l'était avant, ce serait effectivement les LR qui seraient les arbitres des élégances. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé là ? Les LR étaient du côté du gouvernement, mais il a fallu, et donc a permis au 49.3. C'est pas vrai. Non, mais ils ont dit qu'ils étaient contre le budget. Ils n'ont pas voté la motion de censure. Ils n'auraient pas voté le budget. Je vous parle juste. Non, je vous en prie. C'est mathématiquement. Aujourd'hui, le LR n'a pas voté la motion de censure, et donc le 49.3 a pu passer. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Il n'y aura plus de 49.3 possible dans cette prochaine session. Donc, le gouvernement soit aboutit arrive à trouver un accord. La négociation. Oui, mais la négociation avec ceux qui veulent négocier. Avec ceux avec qui on veut négocier. Je rappelle que NUPES, ils veulent négocier avec personne. Et le gouvernement ne veut surtout pas penser avec Marine Le Pen que l'herbe est verte et que la terre est bleue parce que ça pourrait les salir. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus de 49.3, ça va être soit le dialogue et le débat et arriver à une négociation, soit la dissolution. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement ne peut être renversé que sur une majorité LR. Parce que LR ne votera jamais une motion de censure de la NUPES. Absolument. Et ne votera jamais une motion de censure du Rassemblement national. Mais si en revanche un jour, à un moment donné, parce qu'il estime que c'est son intérêt, LR dépose une motion de censure, on peut imaginer que les deux autres le votent pour la vote et renverse le gouvernement. Oui, mais comme le LR ne va pas vouloir, s'il garde cette même... s'il ne veut pas faire des choses comme ça contre le gouvernement, en fait, le véritable arbitre... Il me semble aujourd'hui, c'est le RN.
Vous oubliez... C'est l'URN. Alors, Jacques Méard. Oui, je suis un peu désolé, mais vous oubliez une chose, c'est que si on est dans une impasse perpétuelle, en l'absence de 49.3, peu importe, en réalité, le gouvernement, le président de la République peut dissoudre. C'est ce que Chirac a fait. C'est ce que Chirac a fait la dernière fois et il s'est planté. Oui, c'est ça. C'est jamais très réussi, la dissolution. Alors, c'est toujours dangereux. Parce qu'une dissolution, on sait d'où l'on part, on ne sait pas où on arrive. Et donc, en réalité, tout sera une question d'opportunité et de gravité ou non du sujet qui sera le conflit. Et donc, je suis convaincu aujourd'hui que cette Assemblée qui est totalement hétéroclite, antagoniste en elle-même, elle ne durera pas. Parce que c'est impossible de gouverner. Il ne va pas avoir le choix que de dissoudre, c'est ça. Jacques, tu parles d'opportunité. Je pense que le prochain enjeu, le prochain rendez-vous important, bon, déjà sur le budget, c'est pas terminé. Il y a encore le volet dépenses qui doit être voté dans les semaines qui viennent. Puis il va y avoir des allers-retours avec le Sénat, donc c'est pas terminé. Mais le prochain rendez-vous, ça va être la réforme des retraites. Absolument. Parce qu'Emmanuel Macron a annoncé que mordicus, il irait jusqu'au bout. Et donc, au printemps, février, mars. Il a déjà fait et du coup, là, il va y avoir de nouveau un bras de fer. Alors, les LR seront peut-être plus du côté du vote du gouvernement, du projet du gouvernement, je ne sais pas, on peut s'y attendre. Mais là, il risque d'y avoir de nouveau un moment de vérité pour la majorité. Il ne va pas avoir le choix, malheureusement. Ouais. Il saura parfaitement qu'il va perdre, il risque très fort de perdre sa majorité et de promouvoir le Rassemblement national, mais il ne va pas avoir le choix. Et donc, il va se dire, bon, ok, je mets le Rassemblement national à la tête du gouvernement sur une période de cohabitation, et puis je fais comme Mitterrand en 88, je récupère l'AREM, pas lui, mais un de ses larbins récupère ensuite ou l'AREM ou la droite traditionnelle, on va dire républicaine, récupère le pouvoir ensuite. Vous êtes dur avec ces équipes. Je vois notre camarade qui débat ici de temps en temps avec nous, Jérôme Ripoul, qui dit à l'évidence les déclarations de Nicolas Sarkozy dans le journal du dimanche soulignant la nécessité pour Emmanuel Macron de créer une majorité avec LR a accéléré le repositionnement du Rassemblement national. Et ce vote de la mention de censure NUPES de cette manière, en fait, effectivement, ça peut créer au sein de la NUPES un certain embarras. Et puis ce vote met en évidence le fait, c'est ce que dit Jérôme Ripoul, que seuls les Républicains permettent le maintien du gouvernement alors qu'ils sont censés être dans l'opposition. Oui, mais en même temps, tout ce qui se passe ces jours-ci montre que la chef de l'opposition, c'est Marine Le Pen. Bien sûr. C'est-à-dire vraiment celle qui incarne l'opposition. Malheureusement, quelle évolution la plus crédible aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. C'est pas le futur président de LR. Moi, j'aimerais bien savoir ce que va faire Éric Ciotti s'il est élu, comme ça risque d'être le cas, président de LR. Est-ce qu'il donnera l'ordre à Olivier Marleix, le président du groupe de la majorité du groupe LR à l'Assemblée nationale, de voter une motion de censure le jour où il le décidera. Ça va être très intéressant. Parce qu'Éric Ciotti risque d'incarner justement une tentative de récupération du leadership de l'opposition sur Marine Le Pen. Alors, Jacques Méard, il n'y a jamais eu d'ordre venant du parti républicain ou du parti majoritaire à un groupe parlementaire. Non, c'est ça, il n'y a pas d'ordre. C'est une vue de l'esprit. Ça, c'est une vue de l'esprit. En revanche, ce qui peut arriver, c'est que l'analyse objective et des deux côtés aboutissent à la décision qu'effectivement, on vote une motion de censure et qu'on retourne devant les électeurs. C'est une question, je dirais, objective de l'état de l'opinion et de ce que l'on pense pouvoir sortir d'une dissolution. Donc, il ne faut pas se hâter. Aujourd'hui, c'est une machine qui peut s'affoler à tout instant, mais ça va durer encore un peu de temps. Oui, je trouve l'état de l'opinion, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce que fera l'opinion et ce que feront éventuellement des manifestants aussi dans la rue entrera en ligne dans la définition de la stratégie de LR et des différents groupes politiques d'opposition, parce que au moment de la réforme des retraites, en fait, par Juppé, là j'entends, la première réforme des retraites, la grande réforme des retraites par Juppé, il y avait un 49.3. Néanmoins, c'est la rue qui a fait plier Alain Juppé et renoncer à cette réforme des retraites. Idem sur le CPE, c'est aussi la rue. Donc cette dimension de l'opinion publique et de la capacité de mobilisation contre
une réforme, ça rentrera aussi forcément en ligne de compte dans la manière dont les oppositions vont se positionner, notamment les Républicains. Allez, petite pause de pub, il est 9h43 sur Sud Radio et on se retrouve dans un instant pour la suite de nos débats. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons, on va parler de ces femmes et de ces enfants rapatriés de Syrie. Mais juste avant, quand même, une information ce matin, enfin c'est plus qu'une information, c'est un grand article dans Le Parisien. 450 € seront donnés sous forme de prime pour les machinistes de la RATP qui totaliseront 3 mois consécutifs sans absence. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 1000 bus qui n'ont pas circulé le mois dernier, 25% des services qui n'étaient pas assurés. Et puis vous l'avez peut-être entendu dans la matinale de Sud Radio, c'est le rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes, c'est la Chambre régionale des comptes du département des Bouches-du-Rhône qui nous explique qu'en fait, il n'y a que 11 salariés sur 8000 qui font leur durée légale de travail. 11 salariés sur 8000 qui vont au bout des 1607 heures, soit 35 heures par semaine. Beaucoup trop de congés. Cela va de 2 à 6 jours et demi de plus par an. C'est un déficit qui équivaut à 203 personnes équivalent à temps plein. Caroline Valentin, vous vouliez réagir à cela ? C'est quoi, sur le rapport au travail, oui, sur la mauvaise gestion de l'État aussi. Bah oui. Le rapport à la sanction, alors on ne dit pas à quoi sont dus ces arrêts, mais très souvent ce sont des arrêts maladie avec des certificats de complaisance. Le gouvernement a décidé, a annoncé récemment, je crois que c'était fin septembre, qu'il faisait la chasse aux faux arrêts de travail, notamment aux arrêts de travail délivrés par visioconférence. Mais après, il y a un problème de sanction, la manière dont est perçue la sanction. À l'école, c'est pareil, dans l'entreprise, c'est pareil. La sanction n'est plus possible parce que finalement, la responsabilité n'est plus possible non plus. Donc, je crois que c'est évidemment, c'est outrant, mais ce qui est intéressant derrière, c'est la philosophie, c'est la manière, ce que ça veut dire, ce que ça dit de notre l'évolution de notre civilisation et notre sens de la responsabilité, du devoir et de notre rapport à la sanction. Et du sens du travail aussi, peut-être dans certains métiers. Parce que la prime, quand on va travailler, a priori, quand on va travailler, on a un salaire. On a une rémunération. Salaire, en contrepartie de ce travail, on n'a pas une prime parce qu'on va travailler. Enfin, c'est juste hallucinant. Et effectivement, ça dénote une évolution du rapport au travail qui est assez inquiétante, je dirais. Moi, je serais curieux de savoir comment fait Jacques Millard pour avoir des résultats nettement meilleurs dans sa municipalité, parce que je suis sûr qu'ils sont meilleurs. Oui, Jacques Millard, ça vous inspire quoi ? Michel, c'est gentil de me tendre la perche, mais tout est en réalité dans la sanction. Vous savez qu'on avait commencé avec Sarkozy à mettre en place, je dirais, des sanctions et qu'il n'y avait pas de salaire lorsqu'il y avait un certain nombre d'absentéismes non justifiés. Hollande l'avait supprimé. Macron le remet légèrement en vigueur. Ce qui est certain, c'est qu'il faut une sanction. Mais ce n'est pas faire procès à ce qui se passe au sud de la Loire que de constater que là, il y a, je dirais, une certaine ambiance au non-travail et à l'absentéisme qui pose un problème, je dirais, structurel. Et donc, la Cour des comptes a raison de dénoncer ce laxisme, mais il faut également que les autorités, je dirais, agissent. Et c'est là où elles démissionnent par crainte d'avoir des grèves, par crainte de ci et de cela. Mais là, on fait l'inverse, Jacques Millard. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent, par exemple, à la RATP pour que les gens aillent bosser. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une politique des revenus pour relever, je dirais, le niveau des rémunérations. Parce que moi, je suis toujours extrêmement dubitatif de voir qu'en région parisienne ou dans les grandes villes, il y a des salaires qui sont à la limite d'une capacité de vivre. Donc, il faut remettre en place une politique des revenus et pas simplement faire des coûts comme le demande l'extrême gauche avec l'augmentation du SMIC. Non, il faut une politique à long terme des revenus pour pouvoir montrer à tous les salariés de France et de Navarre que l'on prend en compte ce qu'ils sont
et leur pouvoir d'achat. Sophie de Menton qui nous écoute dit, il ne faut pas rêver, plein d'entreprises privées mettent une prime d'assiduité, ce qui veut dire de non-absentéisme. Et la fonction publique, on se doutait qu'il voilà, la mairie de Paris, il y a eu un rapport sur la mairie de Paris en mars 2022, il y a un taux d'absentéisme absolument record à la mairie de Paris. Mais je trouve que, en fait, c'est l'idéologie des 35 heures, c'est-à-dire qu'en fait... mais là, c'est pas les 35 heures. Ah non, mais si, c'est les conséquences. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Ou des 24 heures, payées 39. Ouais. Mais non, il y a une idéologie, effectivement, qui fait croire, et là, je salue la position du patron du Parti communiste, qui n'est pas sur cette ligne-là, qui fait croire que le travail a servi, que le travail est servi, etc., alors qu'en fait, il libère. Moi, j'ai passé 3 ans de ma vie à travailler avec des sans domicile fixe. Je peux vous dire qu'une des choses que j'ai retenues, c'est que ceux qui étaient actifs et qui faisaient quelque chose avaient une chance de s'en sortir. Ceux qui étaient oisifs, c'est-à-dire qui ont un taux d'absentéisme record dans les services publics, ça donne des personnes qu'est-ce qu'ils font de leur vie, quoi. Je veux dire, même pour eux-mêmes, à mon avis, c'est pas un exemple à donner, quoi. Michel et Valérie, je me souviens d'une remarque que m'avait faite Alain Juppé lorsque on était passé aux 35 heures. Il avait eu cette remarque sur certaines grandes villes en disant écoutez, s'ils font déjà les 35 heures, ce sera mieux que les 32 qu'ils font aujourd'hui. Bon. Je voudrais qu'on parle donc de ces femmes rapatriées en France, 10 femmes djihadistes qui ont été... Femmes et enfants, absolument. 10 femmes djihadistes mises en examen et écrouées. L'une d'entre elles est la femme d'un des assassins, d'un des terroristes du Bataclan. Il y a 40 enfants qui ont été rapatriés avec elle, des enfants qui ont été, pour certains d'entre eux, placés dans des familles d'accueil. C'est ce qui vous fait réagir, Caroline Valentin, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Mais c'est vrai que ces enfants qui vont de petits à ados. Alors effectivement, mais hasard en fait du calendrier médiatique, il se trouve que le 16 octobre, M6 a diffusé un documentaire, un reportage Zone interdite sur la protection sociale à l'enfance et l'état absolument catastrophique dans laquelle elle se trouve. Tous les intervenants de ce domaine, les juges, les éducateurs, hurlent qu'ils n'ont plus les moyens de protéger les enfants. D'ailleurs, il y a quelques jours, on a appris qu'un enfant de 7 ans était mort sous les coups de son beau-père, mais de toute façon, c'est un enfant qui meurt tous les 5 jours en France, de violences intrafamiliales. Et c'est vrai que là, quand on entend que les 40 enfants djihadistes, quand on entend sur BFM TV notamment, que les 40 enfants djihadistes vont être immédiatement c'est placés... pas 40 enfants djihadistes. Deux djihadistes. Vont être placés dans des familles d'accueil triées sur le volet. Et qu'on pense à ce qu'on a vu dans ce reportage où on voit qu'il y a des enfants qui ne sont pas, qui végètent dans des hôtels misérables parce que précisément ils n'ont pas de famille d'accueil. On se demande s'il n'y a pas une promotion en fait aux gens quand on a des parents djihadistes. Sujet compliqué. Hein. Moi j'aimerais rebondir sur ce lapsus qui est peut-être révélateur. Les enfants djihadistes. Vous avez dit enfants djihadistes et non enfants de djihadistes. Et en fait, malheureusement, la transmission par les mamans, il y a beaucoup d'études là-dessus, de valeurs personnelles, familiales, aux enfants, elle est très importante. Et moi, je me pose la question des valeurs que ces femmes ont transmises à leurs enfants. Sans parler de valeurs, certains sont orphelins, les non-valeurs, ont erré dans des camps en Syrie. Oui, mais ça va au-delà de ça. Bien sûr que... Ces enfants qui regardent des vidéos de décapitation, qui jouent au foot avec des têtes... Non, mais c'est pas que ça. C'est des traumatismes. Là, vous parlez de traumatismes liés aux circonstances dans lesquelles ils ont vécu, où ils ont grandi, bien entendu. Mais moi, je parle d'autre chose. Je parle des valeurs, des convictions que ces femmes ont transmises à leurs enfants. Parce que ça, c'est le rôle des mères, c'est le rôle des mamans de transmettre. Non, c'est très important, surtout dans un islam rigoriste où c'est la femme qui est chargée de cela. Je suis désolé, pour ces personnes-là, c'est le rôle de la femme de transmettre ces valeurs extrêmement violentes. Et donc moi, je trouve cela effectivement très inquiétant. Je pense que je comprends, je viens du milieu des droits humains, donc je sais de quoi je parle et d'où je parle. Je comprends que les autorités françaises aient mis très longtemps
à accepter de les rapatrier parce que c'est très compliqué à gérer et que la réalité, c'est que là, on n'a pas eu d'attentat terroriste depuis quelques années parce que heureusement, il y a aussi une vigilance des pouvoirs publics. Il y a eu plein de tentatives d'attentats qui ont été heureusement déjouées, mais la réalité, c'est qu'on vit encore dans une période de grand danger terroriste et que malheureusement il faut en tenir compte dans la gestion de ces situations. Alors, attendez, Jacques, il y a Geneviève qui voulait intervenir. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Évidemment, c'est très compliqué. En même temps, on est dans un état de droit. En même temps, ces femmes sont françaises. En même temps, leurs enfants sont français. Ils ont de la famille en France, ces enfants. Ouais, c'est pas simplement les mères. Ils ont des grands-parents, ils ont des oncles, ils ont des tantes. Donc c'est très compliqué. Ils n'ont aucune raison de rester en Syrie ad vitam aeternam. Mais non, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'ils reviennent en fait? Pourquoi? Parce que c'est pas 40 enfants. Il y en a 300, 300 mineurs français ayant séjourné dans des zones d'opération de groupes terroristes sont rentrés en France. Mais le problème du risque islamiste et du terroriste islamiste, il est bien plus large que 300 personnes. Déjà aujourd'hui. Rappelons, ne serait-ce que ça, rappelons cet avocat qui, lors du procès des attentats de janvier 2015, racontait que le jour des attentats Charlie, il était en visite en prison et que quand les informations ont annoncé l'attentat Charlie, il a entendu une clameur dans la prison. Bien sûr. Donc le problème, il est bien plus large que 300 enfants. Non, mais... Alors un mot, Jacques Mia, c'est fini. Oui, je voudrais dire. C'est pas ça qui peut justifier qu'on ne les accueille pas. C'est ça que je veux dire en fait. On est dans un état de droit. Alors Jacques Mia. Premièrement, en ce qui concerne la nationalité de ces femmes, je suis désolé, on aurait dû les déchoir de la nationalité française conformément à la loi. Conformément à la loi. Donc ça n'a pas été fait par les gouvernements successifs et c'est une faute. Deuxièmement, je comprends parfaitement qu'en ce qui concerne les enfants, on se dit on ne va pas les laisser là-bas. Ça, d'accord. Mais derrière, il faut prendre des mesures extrêmement fortes pour les recaler, leur réapprendre ce qu'est un citoyen français. Et là, c'est pas gagné d'avance. Non, vous avez raison. Surtout pour les adolescents. Non, surtout pour les adolescents. Les tout petits, ça va, mais les adolescents, tout petits, à mon avis, là, c'est pas gagné d'avance. Et Michel a parfaitement raison. On a des risques majeurs. Et donc, si le gouvernement ne met pas le paquet pour essayer de leur réinsuffler ce qu'est normalement une vie normale et une vie à la française, on risque d'avoir des pépins. Mais avec quels moyens, avec quel... Voilà, c'est ça. Et là, on parle du problème de la protection de l'enfance. Qui n'a pas de moyens, etc. Non, la protection de l'enfance, malheureusement, elle n'est pas à la hauteur. Mais non, là, il va falloir trouver d'autres moyens beaucoup plus importants. C'est fini, 9h58 sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec l'émission Média. À tout de suite.